Comme vous pouvez voir par les diaporamas, cet exposé vise à présenter la possibilité d'utiliser le concept de métanoïa pour comprendre les débats publics actuels au Brésil sur les différentes définitions possibles de notre société, en particulier dans sa relation avec le passé colonial et les problèmes que nous avons jusqu'aujourd'hui. Donc l'hypothèse est que la description de ce débat peut servir d'exemple de type de transformation suggéré par les livres de Adam L. Wenger, Metanoia, Rhetoric, Authenticity and the Transformation of the Self, qui demande à quoi pourrait ressembler une expérience collective de métanoïa, comprise comme une manière de définir le soi et de le présenter aux autres sur la base de l'affirmation par les mots d'une identité. La conclusion que j'ai tirée est que l'existence de propositions comme celle de Luis Antonio Simas, c'est un écrivain duquel on va parler pendant cette présentation. Donc ici, je me permets une petite note de coulisses parce que j'ai réfléchi longuement sur quel serait le thème de ma présentation et j'ai considéré la possibilité de parler d'une conversion classique catholique à celle de Alceu Moroso Lima aux années 30. Mais je pensais que, j'ai traversé l'océan Atlantique, des lecteurs de maritimes comme Alceu Moroso Lima, vous en connaissez beaucoup. Peut-être que donc, penser à un écrivain brésilien contemporain qui pose des questions, je dirais quand même singulières à l'histoire et à la situation, au panorama brésilien actuel, pourrait être plus intéressant. Et donc, le but ici, ce n'est pas faire un jugement de valeur sur l'œuvre de Luis Antonio Simas, mais plutôt de penser comment est-ce possible qu'un auteur avec les caractéristiques que je vais présenter aujourd'hui, comment est-ce possible qu'il ait pris tellement d'importance des lecteurs, de répercussions à la société brésilienne contemporaine. Ça veut dire, qu'est-ce que cela nous informe à propos du débat brésilien contemporain? Et je pense que ça peut-être ne marche pas. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de souci, mais j'essaye de le faire marcher. Voilà. Oh, l'autre. Ah, merci. Donc, pour moi, la conclusion que j'entends tirer est que l'existence de propositions comme celle de Simas révèle une transformation des subjectivités qui peut être comprise dans la perspective d'une conversion, dans le sens d'un changement radical de la manière dont on définit sa présence au Brésil et bien évidemment dans le monde. Donc, je dis conversion, mais si l'on préfère, il s'agit aussi, on pourrait dire, d'une métanoïa. Par conséquent, la méthodologie employée consiste en une étude de cas sur l'œuvre de Luis Antonio Simas, je dirais en portugais, Simas, si c'était à Rio, un écrivain brésilien contemporain dans une perspective de comparaison historique avec d'autres auteurs du siècle dernier, plus précisément à partir des années 1930. Cette recherche n'est encore qu'à ses débuts et est limitée par les différences dans la manière dont les œuvres ont été structurées et diffusées dans les circuits d'édition à ces deux périodes. Mais ce qui rend la comparaison possible, c'est la confluence des questions auxquelles ces auteurs ont été confrontés. Qu'est-ce qui fait du Brésil les pays que nous étions dans le passé et que nous sommes aujourd'hui? Comment expliquer notre diversité culturelle avec des éléments ethniques de 3 continents intrinsèquement mélangés? Quelle est la difficulté qui nous empêche de garantir les droits fondamentaux à tous les citoyens? Existe-t-il des similitudes entre les processus historiques de constitution de la société brésilienne et la formation de nos subjectivités? Donc, il y a là le challenge de penser une métanoïa qui serait collective et individuelle en même temps.
Et donc, par conséquent, devrions-nous changer la façon dont nous voyons et nous définissons individuellement et collectivement pour transformer le monde qui nous entoure? Bon, là, je fais pour répondre à ces questions, je reviens sur quelques informations de base. J'ai fait la plaisanterie de nommer ça des rattrapages. Je suis désolé, c'est un peu méchant, mais en réalité, j'imagine que peut-être c'est répétitif, que peut-être vous le connaissez déjà. Donc, les Portugais sont arrivés officiellement en Amérique du Sud en 1500 et ont depuis lors construit une société basée sur l'utilisation d'esclaves, tout d'abord au XVIe siècle d'origine indigène et entre le XVIIe et le XIXe siècle d'origine africaine. Mais aussi sur une fusion entre l'Église catholique et la couronne portugaise dans le système de padroado, c'est un peu l'ancien régime à la française, et aussi sur une expansion constante du territoire jusqu'à ce qu'elle atteigne sa forme presque définitive dans le traité de Madrid qui a été signé en 1750. Donc, les événements politiques du XIXe siècle, tels que l'indépendance ou la proclamation de la République, la proclamation 1889, je m'atteigne à ça, n'ont pas modifié de manière significative la configuration du territoire ou les inégalités entre blancs et noirs, mais d'autres facteurs sociaux et sociétaux ont subi des transformations. Donc, ce n'est pas l'histoire politique qui nous intéresse, mais plutôt l'histoire sociale et sociétale, dans le sens où, par exemple, dans les années 1870, il y a eu un fort mouvement en faveur de l'abolition de l'esclavage, décrété en 1888, mais qui n'a pas entraîné d'amélioration pour les anciens esclaves, ni d'un point de vue économique, ni de leur inclusion dans le système de citoyenneté. Et au contraire, l'immigration est encouragée, d'abord limitée aux Européens, et puis à partir de 1910 aux Japonais, dans le but de blanchir la population. Mais pourquoi je parle de l'immigration? Parce que l'afflux des migrants est accompagné par l'afflux des religieux. Donc la colonie italienne attire l'attention des congrégations italiennes, les Allemands les mêmes, et comme ça on peut penser à différentes nationalités. Et en plus, il y a d'autres facteurs comme la restructuration de l'Église catholique, qui a vu le nombre des diocèses passer de 12 à 1890 à 80 diocèses 40 ans après. La restructuration de l'Église comporte plusieurs aspects, dont deux sont fondamentaux à comprendre dans le cadre de cette présentation. L'intensification de la présence des religieux européens et ou formés à Rome, et parallèlement l'augmentation du nombre d'écoles catholiques pour l'élite ou d'orphelinats pour les plus vulnérables dans les centres urbains. À travers ces écoles et ces orphelinats, l'Église catholique invente une nouvelle manière de maintenir son quasi-monopole sur l'éducation des nouvelles générations, après la fin du padroado, de la patronage officiel de l'État. Donc. Mais paradoxalement, dans le contexte d'une rareté d'enseignement universitaire brésilien, c'est les systèmes universitaires, ce sont un peu les auteurs français qui prennent l'avant-garde, la position de référence au Brésil. Et donc, les lignes de pensée de la Troisième République française sont les lignes qui sont diffusées sur le peu de facultés qu'on a, surtout des facultés de droit et facultés de médecine. Donc, ces deux caractéristiques nous aident à penser, à comprendre les dilemmes fondamentaux qui datent donc du début de la République, mais qui continuent jusqu'à aujourd'hui dans une certaine façon. C'est un débat sur l'éducation du Brésil et qui s'étendra sur toutes les discussions à propos de la laïcité.
nous avons deux côtés. D'une part, une vision formulée par des historiens tels que Jonathan Serrano, qui vous avez une citation pour lire, et qui est donc diffusée par les écoles catholiques et les manuels qu'elles choisissent d'utiliser. Et là, la vision de l'histoire, c'est que le Brésil, c'est un pays essentiellement catholique, et cet héritage est positif. Et c'est lui qui nous différencie au monde. Et pourquoi j'ai choisi Serrano? Parce qu'il a travaillé à la capitale fédérale de l'époque, à Rio de Janeiro, entre les années 1910-1940, et il a occupé de divers postes à la tête des bureaucraties éducatives. En même temps qu'il était professeur à l'école Pedro II, qui c'était le programme officiel, donc tous les programmes des autres écoles devraient, disons, se modeler par le curriculum de Pedro II, donc leur cours d'histoire, son cours d'histoire à Serrano était un peu le modèle de cours d'histoire au Brésil. Et en plus, il a publié de nombreux manuels scolaires sur l'histoire du monde et l'histoire du Brésil. On séparait les deux disciplines. Et en plus, il a aussi publié des manuels pour les enseignants, pour les faire comprendre comment enseigner l'histoire. Et à un de ces manuels, il arrive à la conclusion que je vous laisse lire. Je demande à ceux qui reconnaissent le caractère divin du christianisme. Comment nier l'influence surnaturelle des principes évangéliques sur l'individu, la famille et la société en général. Donc, l'histoire du Brésil serait l'histoire de la confirmation, disons, d'une transcendance actuelle dans l'histoire. Et ces livres à Serrano, ils ont été publiés jusqu'aux années 1950. Hein? Et pas seulement par la circulation dans les écoles catholiques, mais aussi parce qu'il aurait l'autorisation, disons, officielle due à ses charges, à ses emplois dans les bureaucraties publiques. Donc, je vous laisse alors la réponse parce qu'en contrepoint du point de vue de Serrano, il y a les écoles de droit comme celle de São Paulo et de Rio de Janeiro qui considèrent que le passé colonial est à l'origine du retard supposé du Brésil par rapport à d'autres pays. Donc, selon ce point de vue, il était nécessaire de rompre le cycle de reproduction d'un héritage aussi néfaste, ce qui impliquait de repenser le rôle de l'Église catholique dans la vie publique, mais aussi les pédagogies employées dans ces écoles, en particulier celles des jésuites. Bon, là, il y a... Pour gagner un peu de temps, je résume un peu. Je dis que dans des documents comme les manifestes des pionniers et d'autres documents, il y a une discussion sur ce qu'on appelait à l'époque l'héritage colonial ou l'héritage catholique et les besoins de remplacer les modèles d'école et de pédagogie pour éduquer un nouvel être humain, dont la formation serait basée sur la connaissance scientifique et technique comme guide pour l'organisation sociale et la constitution des individualités. Et comme je vous ai déjà dit, la Troisième République française, mais aussi les États-Unis, étaient deux exemples, malgré leurs différences, de ce qui était désirable de le faire. Or, la dispute entre ces deux courants, disons qu'il arrive à une synthèse dans l'action et la pensée de Paulo Freire, il est venu de milieu catholique. Il est certes probablement l'éducateur brésilien le plus connu parce que son activité internationale est assez intense et se déroule sous l'impact de l'aggiornamento et du Concile Vatican II, mais qui marque aussi son exil de sa patrie. Il est né à Recife, il a été expulsé du Brésil pendant la dictature militaire, mais il revient à la fin de la dictature et reste à São Paulo jusqu'à sa mort en 1997. Bon, qu'est-ce qui m'intéresse à Paulo Freire ici?
Et là, je suis des auteurs comme Eduardo Dullo. Freire définit l'éducation comme un acte social soutenu par des valeurs religieuses. Et Freire est donc un des principaux architectes de la transformation actuelle du religieux brésilien, même s'il n'était pas lui-même un religieux, il était un laïc, mais c'est en faveur, disons que c'est une sécularisation, si on peut dire le mot, un peu à l'inverse. C'est pas c'est pas l'État qui contrôle l'Église, mais c'est l'Église qui essaye de former des syndicats industriels, des associations de quartier, des travailleurs agricoles et bien sûr des écoles, pas dans un sens déclaré comme religieux, mais pour disons, la sécularisation des concepts venus d'origine des encycliques papaux. Donc, si on pense par exemple à un concept fondamental de Paulo Freire de conscientisation, c'est régné par toutes les facultés d'éducation. L'idée de conscientisation est enseignée comme une idée qui appartient à la pédagogie. Donc, je vous laisse la traduction en français, conscientisation, si existe le mot. Mais on peut tracer, disons, la généalogie du mot dans l'œuvre de Paulo Freire et trouver une connexion entre ces lectures de documents papaux et sa formulation sur les déconscientisations. Mais là, pour être plus précis, pour essayer d'être précis, les références religieuses des documents catholiques ne sont pas présents aux œuvres de pédagogie. Bon. Il est indéniable, et je vous laisse aussi des références des œuvres de Mounier et de Lébré, ou les équipes sociales de Robert Garrick dans les années 1930 sont aussi des références pour la culture des catholiques brésiliens. Donc il est indéniable que les années 1960, des années 1960 jusqu'aux années 1980, c'est le courant de Paulo Freire qui a le mieux réussi à recruter des membres et à organiser des groupes. Il se trouve que ce moment de l'histoire de l'Église et de l'éducation au Brésil a pris fin dans les années 1990, pour des raisons que je ne vais pas me plonger aujourd'hui. Mais j'ai besoin de passer pour tout cela parce que l'auteur auquel sera consacrée la dernière partie de cette présentation reprend et réorganise le débat sur ces questions à partir de l'affirmation d'une nouvelle forme d'ascendance. Bon, dans le cas de Serrano, la thèse du maître visait à établir une nouvelle forme de christianisme. Dans le cas de Freire, elle vise à transformer la conscience des individus pour transformer la société. Mais là, la nouveauté proposée par Luiz Antônio Simas n'est autre que la contestation de ce protagonisme du catholicisme au nom de l'acceptation de la pluralité religieuse d'un point de vue personnel et sociétal. La proposition de Simas est audacieuse à plusieurs points de vue et ne craint pas d'apparaître scandaleuse et déconcertante. D'un point de vue théologique, bien sûr, il s'agit d'une proposition visant à réconcilier deux systèmes de croyances qui sont doctrinalement irréductibles l'un à l'autre. L'argument, je parle donc de croyances d'origine afro-brésilienne et des croyances classiques, typiques, traditionnelles du christianisme. Donc l'argument de Simas est donc axé sur les pratiques. On peut aller à la messe et on peut passer par une séance de Umbanda, du candomblé. Ce n'est pas au niveau des idées, de la doctrine, de théologie systématique qu'on peut faire, qu'on peut vivre avec le de religion. Mais là, l'argument de Simas donc, est axé sur les pratiques et se fonde sur la coutume traditionnellement cachée
consistant à rechercher simultanément des rites religieux catholiques et afro-brésiliens, dans le but commun d'obtenir une protection ou le type de grâce souhaité. Ce que Simas propose n'est pas nouveau en termes d'habitude pour les Brésiliens. Sa proposition est innovante en ce sens qu'elle assume ce qui était auparavant caché comme une vertu, quelque chose qui nous définit par rapport aux pratiques religieuses d'autres peuples. C'est en ce sens que là, on peut parler de conversion, de transformation vers une autre façon de voir le monde. Donc l'iconoclasme de Simas se poursuit du point de vue de l'historiographie, avec l'inclusion de formes d'explication inhabituelles parmi les historiens. L'historiographie brésilienne a réagi à tous les mouvements visant à remettre en question les hiérarchies et à élargir les sujets d'intérêt. Donc, il y a eu des lecteurs brésiliens de l'école des annales, des lecteurs brésiliens de l'histoire sociale anglaise, des gens qui suivaient les principes de linguistic turn, de la tournée linguistique, pour citer Foucault. Mais ce qui propose Simas va plus loin et vise à installer des concepts tels que enchantement, encantamento, ou encruzilhada en portugais, dont la traduction peut-être serait carrefour, comme outil herméneutique nécessaire pour comprendre des thèmes qui sont également définis de manière innovante. La samba, qui était jusqu'à ce moment-là considéré comme un sujet musical et religieux, est prise comme une vision du monde. Les relations sociales établies entre les jeunes du peuple dans la rue de Rio de Janeiro, en particulier la formation des réseaux autour des rites afro-brésiliens, ne sont plus considérés comme des épiphénomènes et ont leur propre logique incorporée en tant qu'outil d'explication. Là, vous voyez les premiers extraits. Je vous laisse lire, tandis que je fais des commentaires. J'attire votre attention dans l'extrait pour voir la condamnation du passé colonial. Donc, il reprend le débat traditionnel sur l'histoire de l'éducation, mais avec une nouveauté. Il n'est pas considéré comme un défaut dans un processus de modernisation, mais au contraire, comme le produit d'une structure réussie. Comme vous pouvez lire, pour Simas, le problème du Brésil, c'est qu'il a réussi en tant que projet social. Donc, la question de savoir comment dénaturaliser la violence, qui est si constitutive des relations sociales brésiliennes, nous avons trop de violence, nous pensons à la violence comme la façon de se relationner les uns aux autres. Cela implique une certaine forme d'enchantement de la politique, comme on voit dans l'extrait suivant, qui parle de l'enchantement. Et vous pouvez noter à cet extrait, que je l'ai traduit, j'ai traduit tous les extraits. C'est un dialogue avec Weber et cela propose une forme d'inversion de la modernisation brésilienne qui n'implique pas de renoncer aux transformations économiques et infrastructurelles. Le passé colonial qu'il faut laisser derrière soi est celui du maintien de l'hiérarchie entre Européens et non-Européens, entre hommes et femmes. Donc, croire en un monde enchanté est la formule trouvée pour Simas pour exprimer l'acceptation d'autres modes de pensée non occidentaux. Et je saute au dernier extrait, je vous promets, c'est le dernier. Et je vous laisse peut-être qu'un peu de détails. Eshu, qui est mentionné à l'extrait, est l'un des orishas, c'est-à-dire la divinité centrale d'un des rites afro-brésiliens, le candomblé. Et les autres formes de divinité mentionnées sont l'encantado et le caboclo. Qu'est-ce qu'il y a de nouveautés dans cet extrait? Les anthropologues ont toujours cherché à reconstituer les sens attribués à des manières de voir le monde telles que le candomblé, le banda, le tambour et le shango. Donc, ils essayent de trouver une rationalité
Ce que Simas propose est plus que cela, c'est de supposer que l'herméneutique du chercheur est traduite dans les termes du peuple étudié. Bon, c'est assez choquant, même pour moi, mais peut-être que c'est pour cela que ce séminaire c'est fécond à penser à Simas. Et surtout que si on pense au concept de métanoïa, comme nous sommes invités, parce que, et là je passe à mes considérations finales, il est possible d'identifier et d'analyser différentes métanoïas présentes dans le texte de Simas et imbriquer les unes dans les autres. En ce qui concerne la subjectivité de l'auteur, l'écriture de Simas envisage sa propre redécouverte de lui-même en tant qu'objet de réflexion. Il se définit comme un homme blanc initié au candomblé dès son enfance. Il est né à Rio de Janeiro, mais des parents ayant migré d'autres régions. Et il considère son écriture comme inséparable de l'éphémère, du dialogue entre des mondes différents, mais non opposés. Blanc, rite afro-brésilien, migrant, Rio de Janeiro et les cultures populaires. Le processus d'écriture de Simas est en soi une forme de métanoïa au sens contemporain du terme, puisqu'il propose une réforme du langage à travers lequel il voit et décrit le monde, mais aussi il propose une reconversion, un renoncement à l'eurocentrisme en faveur d'une révalorisation des récits non occidentaux, et par la somme de ces deux facteurs, une affirmation du langage en tant que méthode de construction de ces mots renouvelés. Mais il y a une deuxième métanoïa, présentée par Simas comme un projet intellectuel qui transcende sa propre figure pour nous interroger tous, historiens brésiliens. Moi, je suis historien, comme je vous ai dit. À travers une prose érudite et fluide, Simas propose des idées déconcertantes parce qu'elles ne sont pas faciles à mener jusqu'à leurs ultimes conséquences, comme la subversion de la hiérarchie des thèmes traditionnels de l'historiographie brésilienne. Ces livres mettent l'accent sur les pères et les mères des saints, les carrefours encruzilhadas de rencontres entre les migrants installés à Rio de Janeiro et les religiosités constituées par un dialogue entre le christianisme et des traditions telles que le candomblé, le shango et le tambour. La figure allégorique de l'encruzilhada, le carrefour, est utilisée comme outil d'analyse des processus historiques qui composent l'histoire du Brésil. En tant qu'historien sociologue de la société brésilienne contemporaine, l'auteur de la présente, moi, je suis également appelé à répondre à l'appel de Simas pour une reformulation du métier d'historien. Je pense à Marc Bloch, dans les conditions du Brésil contemporain, sans laisser d'être un dialogue avec les préoccupations déjà consacrées par les écoles des annales. Donc, repenser l'histoire du Brésil, c'est aussi repenser ce qui signifie être brésilien. Ou comme l'écrit Simas, quelle est la brésilianité que nous voulons affirmer? Il s'agit là d'une troisième forme possible de métanoïa, si nous acceptons le défi proposé par Elvanger à la page 171 de son œuvre déjà mentionnée, de chercher une conception de ce que serait une expérience collective du processus de métanoïa. Ce dernier sens a des connotations politiques, car on définit le Brésil sur la base de sa diversité raciale. Une idée qui, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, a pris un radicalisme sans précédent au cours des dernières décennies, avec des réactions qui nous rappellent les diverses façons subreptices dont le racisme subsiste dans la société brésilienne. Merci pour votre attention.